On va démarrer avec une table ronde et j'ai le plaisir d'inviter 4 marques. Alors, je veux bien un petit slide justement avec les noms des personnes. Olivier Cambournac de Webedia, qui est le directeur du pôle mobile. Hervé Brucker, directeur e-commerce de Carrefour Banque. Julien Chenaf, qui était chez Sephora, en charge de la partie IS, Digital, e-commerce, omnicanal et innovation. Denis Jacquet, et qui est le fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation et qui a tout plein de casquettes, qui est un entrepreneur très engagé. S'il te plaît. Alors, on revient dans la réalité 2016. L'audience, je pense, attend justement des éléments de réponse concrets sur quels sont finalement les choix que vous avez pu faire pour vous adapter aux usages de consommateurs de plus en plus connectés, de plus en plus accrochés à leur mobile. On est bien entendu sous la thématique digitale et mobilité. Denis, est-ce que je peux démarrer avec vous, avec justement ce fameux profil du consommateur? On a parlé du consommateur 2025, mais concrètement, aujourd'hui, il est comment? Le rapport de force impulsé par l'avènement du mobile a changé entre la marque et son consommateur. Oui, le consommateur, il va bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans l'obscurité, vous ne dormez pas, hein, c'est promis. Il va plutôt bien, surtout à Monaco. Je trouve qu'il va plutôt mieux qu'ailleurs. Moi, je pensais ce matin en me réveillant, je regardais le lever de soleil et puis l'annonce des manifs à Paris aujourd'hui. Je me disais que j'allais demander l'asile économique à Monaco. Parce que finalement, d'avoir ce défilé des jeunes qui ne veulent pas sortir de l'entreprise alors qu'ils n'y sont pas encore rentrés est assez stupéfiant. Mais bon, on en reparlera. Ou pas. Mais non, mais merci, je ne suis pas encore en campagne. Hein, laissez-moi quelques mois pour roder les trucs, puis je le ferai avec plus de vigueur. Il y a deux choses. La première chose, je pense qu'aujourd'hui, on a un consommateur qui a 2 profils. Alors moi, je le dis avec d'autant plus d'humilité que je suis 10 fois moins bon que eux 3 individuellement. Moi, je le regarde avec un petit peu de recul, avec l'Observatoire et les gens qui nous entourent dans le comité. D'abord, il agit plus, il réagit. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans une société où on réagit à des stimuli, mais on n'agit plus vraiment en conscience et en sachant pourquoi on le fait. Pardon, je vais m'y mettre, mais j'ai une hernie discale et je ne sais pas dans quelle position me mettre pour réussir à ne pas avoir mal. On réagit. Bon. Et donc, la deuxième chose qui est très claire, c'est que finalement, on ne réfléchit plus, on se positionne. Et donc du coup, le consommateur, il est comme ça. Il réagit, il se positionne. Donc il regarde autour de lui, il se dit, est-ce que les gens qui ont acheté ça, comme moi, ont acheté la même chose? Il ne réfléchit plus. Bon. Et tout le monde sait très bien que depuis qu'on a inventé l'email, vous savez que l'inventeur de l'email est mort cette semaine. Et je me demande si on doit lui dire merci. Depuis qu'on a inventé l'email, plus personne ne travaille. Vous avez vu quelqu'un travailler depuis qu'il y a des emails, vous? Moi, je vois des gens qui répondent à des emails, qui prennent parfois 2 heures dans un truc où il y a 100 personnes en copie et 200 en copie cachée, et qui mettent à peu près 2 heures à faire un truc qu'ils pourraient faire en 2 minutes au téléphone. Bon. Donc, du coup, je pense qu'on a un consommateur qui réagit très vite. Ça, c'est la première chose, très vite, de plus en plus vite, et le mobile pousse à cette accélération ou à cette réduction du temps. La deuxième chose, c'est qu'il exige de la facilité. C'est toujours plus facile, et dès qu'il c'est plus facile, il zappe, donc il est totalement immaîtrisable, ce consommateur. Et la troisième chose, on est dans un monde d'instantanéité, j'y suis arrivé, je me suis entraîné toute la nuit, et donc instantanéité, 2 fois, c'est pas mal. J'essaierai la troisième tout à l'heure, et donc du coup, il a besoin effectivement d'un retour immédiat, c'est ce que je vais coter tout à l'heure en parlant de stimuler. Bon. En même temps, on revient à des choses de base. On disait avec Christian en venant tout à l'heure, cette promenade bucolique qui nous a emmenés du petit déjeuner à ici, c'est plus sympa que d'être sur le périph'. Et on se disait, finalement, on réinvente. Alors dans l'Observatoire de l'ubérisation, il y a Pascal Pic. Pascal Pic, c'est un paléo-anthropologue. Et il n'y a rien de mieux qu'un anthropologue pour vous expliquer que ce que vous avez l'impression de vivre d'extraordinairement différent est juste un remaquillage de quelque chose qui existe déjà. On est en train de réinventer sous une autre forme des choses essentielles. La première chose, c'est le retour à la cellule tribale.
hein. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a envie d'être dans la peau du chef, hein. Grosso modo, on a envie d'avoir les mêmes poils, les mêmes oripeaux, la même arme. Et finalement, Airbnb qui vous permet d'avoir une chambre d'hôtel, un appartement magnifique avec une vue à 100 ou 150 euros la nuit, ou d'avoir une voiture noire avec chauffeur, c'est juste, à part le cigare, l'archétype effectivement du type qui dit ça y est, maintenant j'ai un chauffeur. Donc en fait, on veut être chef à la place du chef et en avoir les attributs. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une réaction assez tribale où dit je veux être comme le chef. Bon. Puis en même temps, il veut être comme la meute. Et donc, du coup, la grande différence entre la cellule anthropologique de base et celle d'aujourd'hui, c'est que les meutes se ressemblent. C'est-à-dire que l'Internet, effectivement, a permis des communautés, mais c'est des communautés de gens qui se ressemblent. C'est ça qui est très dangereux dans le numérique, en fait. C'est qu'on est en train de construire une société entre gens qui se ressemblent entre eux sans communiquer avec ceux qui ne se ressemblent plus. Et on ne construit pas une société comme ça n'existe pas. Une société, une cellule tribale de base, c'est des gens où il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des faibles, il y a des forts, il y a des intelligents, il y a des manuels, il y a des enfants, il y a des vieillards, et tout ça, ça se complète fantastiquement. Et là, on est en train juste de détruire cette capacité. Donc un des enjeux du numérique, ça va être de reproduire cette cellule, mais pour l'instant, les gens réagissent en meute. Est-ce que je peux m'assimiler à ma meute à moi ? Et, voilà. Et les deux autres éléments, et j'en aurai fini, c'est une forme de défiance dans le système. Elle n'est pas uniquement politique, elle est dans le système en général. C'est-à-dire que les gens sont en train de tuer un héritage dont ils ne veulent plus. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on est au bout d'un système, y compris pour moi qui suis très libéral, ce système capitaliste tel qui fonctionne est au bout du bout. On ne peut pas aller plus loin, c'est juste demander à une boîte d'avoir des résultats meilleurs tous les 3 mois, c'est juste d'une débilité absolue. Pour moi qui est entrepreneur, je sais pas, j'étais en équipe de France d'athlée quand j'avais 17 ans, on m'aurait demandé de battre le record de France tous les 3 mois. Je l'ai fait 2 fois en 2 ans, c'était déjà exceptionnel. Après, il fallait que je fasse comme Sharapova, que je prenne des trucs pour me soigner, ou des remettre de cheval à la cycliste, si vous voulez. Mais c'est juste impossible. Donc, ce qui est très important, c'est plus de confiance dans le système, ce qui est très important pour les marques aussi. Parce que d'un certain côté, une marque, c'est quelqu'un qui éventuellement vous a vendu un mensonge. Éventuellement. Donc c'est en tout cas le produit du système et on n'y fait plus confiance. Donc c'est transparence, notation, les gens notent, les gens expérimentent, ils croient plus ce que vous leur dites en tant que marque, ils croient à ce qui est expérimenté notamment par leur meute. Et puis le dernier point, j'ai ma tablette, je voulais vous la faire voir, pour un mec qui est vachement numérique. C'est ma tablette. Donc, le papier existe encore, malheureusement. Excusez-moi pour les forêts que je viens de détruire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne parle plus des caractéristiques des produits. Ça, c'est intéressant. Les gens veulent une expérience, mais qu'on leur explique qu'il y a 200 milliards de mégapixels. Non, ça se traduit, je peux faire combien de photos ? Et donc, du coup, il y a effectivement une exigence qui est liée à l'usage et non plus à la définition. Voilà ce que j'avais à dire pour ma défense. Merci Denis. Alors Olivier, justement, on a la chance d'avoir 3 marques avec des profils différents, puisque Olivier, vous êtes en charge du pôle mobile de Webedia. Je rappelle effectivement qu'Hervé est en charge de la partie e-commerce et Julien était en charge de la partie IT, si je résume, au sein de Sephora. Donc 3 profils différents mais complémentaires. Et justement, l'illustration, c'est de nous expliquer comment est-ce qu'on peut, avec des profils différents, servir cette expérience client et atteindre des objectifs business. Alors Olivier, justement pour Webedia, vous êtes positionné vous êtes un publisher web avec plusieurs marques. Vous êtes imposé justement dans une dynamique de verticalisation. Quelles sont aujourd'hui vos orientations autour du mobile ? Oui, donc effectivement, Webedia, c'est un groupe média qui est online uniquement, et donc historiquement sur le web. Et moi, j'ai créé le pôle mobile du groupe il y a un peu plus de 3 ans maintenant, pour accompagner le développement des marques dans l'environnement mobile et en particulier applicatif. Donc c'est des marques comme Allociné, 750 grammes ou Pure People qui vont vous permettre de consulter les contenus des marques au sein de votre portable. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire au niveau applicatif, c'est de développer une couche servicielle par-dessus le contenu. Concrètement, quand vous éditez un site internet, les leviers d'audience sont notamment générés par Facebook, Google, pardon. Donc c'est beaucoup de recherche de la part des utilisateurs, les gens arrivent sur votre site. La différence majeure pour une application, c'est que les gens décident d'une part de la télécharger dans un premier temps, donc il faut que vous les rassuriez,
et la note est très importante par rapport à la qualité de votre application. Et par ailleurs, il faut que les gens aient envie de la réutiliser une nouvelle fois. Et nous, notre conviction, c'est que pour y arriver, il faut apporter une couche servicielle au contenu. Donc en l'occurrence, dans chacun des applications qu'on va avoir, on va apporter cette couche-là, où on va personnaliser le service. Je vous donne quelques exemples. On aura les exemples dans un deuxième tour de table. Donc, c'est effectivement, l'enjeu majeur, c'est autour du service, de l'expérience et de cette volonté de fidéliser justement les consommateurs, les utilisateurs dans l'usage autour de vos applications. Exactement. C'est l'enjeu, si je résume. C'est ça, c'est exactement ça. Hervé, pour Carrefour Banque, alors vous avez une approche où vous êtes à la fois en soutien de l'enseigne Carrefour à travers des produits fidélisants, mais aussi le métier de bancaire. Quelle est votre stratégie aussi? Quels sont vos enjeux autour du mobile, du digital, et aussi vos enjeux de croissance? Alors en fait, nos enjeux de croissance, la croissance, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit belle. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un premier constat, le mobile est central dans la relation avec sa banque. On a des clients qui sont de plus en plus connectés, on a l'audience du mobile qui continue à croître avec avec deux chiffres. Côté business, un gros enjeu, puisqu'on a 80% des clients qui consultent, qui se renseignent sur Internet avant d'acheter un produit financier. Donc on doit rassurer le client, on doit l'informer avec de la transparence, on doit proposer des solutions avec des contenus adaptés, des simulations. Et puis, lorsque le client est autonome, on propose la souscription full online avec de la dématérialisation de processus, donc signature électronique, upload des pièces justificatives. Et puis, lorsque le client est un peu moins autonome, il faut l'accompagner avec du chat, du click-to-call, rappel gratuit et immédiat. Et puis, proposer du cross-canal, parce qu'on a des agences, on a du call center, et le client, lui, il veut pouvoir faire démarrer un processus sur un canal et finaliser sur un autre. Et aujourd'hui, c'est encore des grands enjeux organisationnels et business. Et puis l'autre point, c'est l'enjeu serviciel, parce qu'aujourd'hui, on doit faciliter la gestion de son compte, on doit transférer les actes de SAV qui ont peu de valeur ajoutée pour les conseillers ou téléconseillers, les transférer en self-care. Et si on part de 2015, aujourd'hui on a 25-30% du chiffre d'affaires de Carrefour Banque qui provient du digital. Notre ambition, c'est en 2018 qu'il y ait 50% de la production en provenance du digital, en incrémental et pas en cannibalisation des autres canaux. Et sur la partie self-care, c'est la même chose, 50% des tâches SAV en self-care. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Vous nous direz comment vous y prenez, justement. Julien, pour les retailers, justement, eux, ils s'inscrivent dans une promesse autour d'un shopping, d'une expérience shopping inégalée, des enjeux, Hervé en parlait, la problématique de multicanal, d'omnicanalité est un enjeu majeur. Quelle est la stratégie des retailers autour du mobile, justement, votre expérience au sein de Sephora, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 3 grands axes dans le retail qu'on essaie de mettre en place. Le premier, c'est tout ce qui est autour du client, donc vraiment le rendre autonome dans la réalisation des actes et des services qu'il veut consommer. Donc ça passe par les applications mobiles, les sites transactionnels, donc lui donner la capacité de faire ce qu'il veut, ce dont il a besoin à tout moment. Donc ça, c'est vraiment l'aspect self-care. Le deuxième est plus dans l'enrichissement de l'expérience client et des interactions avec le client sur le point de vente. Le digital et la mobilité en particulier sont des drivers exceptionnels puisqu'on retrouve finalement un client qui a la marque dans sa poche à tout moment et des conseillers de vente qui peuvent également avoir ce type d'outils en magasin, et l'échange d'informations ou de services peut se faire beaucoup plus naturellement que des clients avec des conseillers de vente qui sont un peu plus anonymes. Donc ça crée un lien supplémentaire entre le client et les conseillers de vente. Ça, ce serait le deuxième axe. Le troisième, un peu plus orienté entreprise, effectivement, toutes les tâches à valeur à basse valeur ajoutée, tout ce qui est autour de l'automatisation des tâches à basse valeur ajoutée, donc la gestion des inventaires, des stocks, ça c'est évidemment un axe de développement également intéressant pour le retail. D'accord.
Alors justement, je reviens vers vous, Olivier. Finalement, c'est toute une palette à la fois de services et d'expériences sur lesquelles vous avez travaillé à travers l'ensemble des applications des marques du groupe. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous illustrer un peu cette palette ? Il va y avoir... Voilà, hop. Donc, comme je vous le disais, donc Allociné, l'un des premiers enjeux, vous voyez, là on est sur la page d'accueil d'Allociné. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner un accès direct dès la homepage et tout en haut au cinéma préféré de l'utilisateur. Là, je vous montre l'évolution de la fiche film d'Allociné. Vous voyez que majoritairement, ce qui a changé, c'est ce qu'on a en bas à droite, qui est concrètement l'accès à la séance pour le film en question. Ça, c'est déterminant. Pourquoi ? Parce que c'est exactement pour ça que les utilisateurs viennent au sein de l'application Allociné. 80% des gens viennent pour aller au cinéma. Donc, à chaque fois qu'on a la possibilité de leur rappeler le service qu'on est capable de leur proposer, à savoir tel film est disponible dans telle salle, alors on va leur rappeler. Vous pouvez passer. Et donc, vous voyez que ça, en l'occurrence, ça va se concrétiser selon 3 types de films. Ceux qui ne sont pas encore à l'affiche, donc on va proposer à l'utilisateur d'être alerté de la sortie du film. Donc là, on apporte cette couche servicielle-là. Si le film est en salle, alors on va lui montrer les séances dans les cinémas. Et si le film n'est plus en salle, ce qu'on appelle un film catalogue chez nous, alors on lui propose de voir le film soit en VOD, soit à la télé. Donc ce petit changement-là, en tant que tel, a fait une énorme différence en termes d'engagement au niveau des utilisateurs, puisqu'on a 10% des utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité qu'on a rajoutée par-dessus. C'est majeur en tant que tel, et c'est vraiment... en tant que tel, une toute petite couche servicielle, mais qui change toute l'expérience au sein de l'application. Merci. Je vous montre également l'application 750 grammes, qui est donc une application de recettes, dans laquelle on a proposé de rajouter un timer. Mine de rien, on avait la possibilité de faire sa recette avant, mais sans avoir le timer, donc il fallait mixer entre le chronomètre de son smartphone et l'application. Maintenant, on a un timer qui est intégré. Et mine de rien, c'est 5% des utilisateurs qui l'utilisent, ça, aujourd'hui. L'autre fonctionnalité qu'on a apportée, c'est le mode cuisine. Il suffit de tourner votre smartphone et vous êtes dans ce qu'on appelle un mode cuisine. Donc, il n'y a plus d'images, etc. Vous êtes vraiment en train de faire votre recette. Ça, c'est 25% des utilisateurs qui l'utilisent. Et pour info, on ne donne jamais l'indication qu'il est possible de passer en mode cuisine en bougeant son téléphone. Donc, les utilisateurs l'ont trouvé tout seuls. Et donc, ça fait partie des fonctionnalités, encore une fois, très orientées servicielles, qui nous permettent d'améliorer l'engagement et donc d'améliorer la fidélisation au sein de nos applications. C'est vraiment notre finalité, apporter davantage de services pour une meilleure expérience, pour que les utilisateurs soient davantage fidélisés. Je crois qu'il y a un dernier exemple qui est assez glamour pour le coup. Pure People, qui est donc une application orientée autour de l'actualité des célébrités. Il y a plus de 3 ans, maintenant, on a laissé la possibilité, on a rajouté ce petit bloc qui permet aux gens de s'abonner aux alertes concernant une célébrité. Vous allez me dire, c'est une fonctionnalité assez classique au sein d'une application news, effectivement, sauf qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Il se trouve que les taux d'ouverture de ces notifications-là sont 3 fois supérieurs au taux d'ouverture classique, on va dire. Et les utilisateurs qui ont décidé de s'abonner à ces alertes, à au moins une alerte, sont 3 fois plus fidèles à l'application que la moyenne des utilisateurs qui donc ne l'ont pas fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est 4 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble des applis du groupe et 30 millions d'applications téléchargées depuis 2007, c'est ça ? On ne regarde plus vraiment le nombre de téléchargements, mais c'est 4 millions de visiteurs uniques et 30 millions de visites mensuelles, effectivement. Et je crois que, alors si on vient sur le téléchargement, mais encore une fois, je considère que ce n'est pas un indicateur déterminant, on est autour des 35 aujourd'hui. D'accord. Merci Olivier. Hervé, pour Carrefour Banque, vous avez la volonté aussi de vous inspirer à la fois des enseignements des e-commerçants, des retailers aussi, pour déployer une stratégie cross-canal et boostée par le mobile. Vous nous disiez tout à l'heure quels étaient vos objectifs justement en matière de digital et mobile. Est-ce que vous pouvez nous illustrer aussi votre dispositif ?
On a déjà le site carrefourBon.fr qui est un site responsive avec des contenus spécifiques mobiles. C'est 1,5 million de visites tous les mois et il y a 30% du trafic qui est mobile. Ensuite, on a l'application. C'est un standard, c'est un incontournable dans la banque. On peut gérer ses comptes, crédit, carte, épargne. On a des services d'urgence, on a des simulations de crédit, une foire aux questions, de la messagerie, un store locator et plein d'autres services comme le solde fidélité, etc. Et on continue à l'enrichir régulièrement. Ensuite, on a avec le stade suivant, le contenu aussi qui est aussi enrichi avec tout ce qui est offre promotionnelle valable en magasin. Et là, on fait de la dématérialisation de leaflets, de catalogues. On a des objectifs de drive to store. Donc l'objectif, c'est grâce à l'application, je prépare mes courses et ensuite je suis en magasin, je suis en mode showrooming, je suis les coupons que j'ai, le solde fidélité, j'utilise l'application Carrefour et moi. Donc c'est vraiment un objectif cross-canal de développement de ces services-là. Et puis ensuite, on a côté agence, notamment à Villeneuve-la-Garenne, une agence pilote, des conseillers qui ont adopté une tablette qui est un véritable outil d'aide à la vente avec un guide d'entretien, des simulations d'avantages. Je dis combien de fois je fais mes courses chez Carrefour, combien je paye par caddie en moyenne, et tout de suite, c'est indéniable, j'ai un intérêt à prendre la carte passe. Vous avez vraiment intérêt à prendre la carte passe. Et derrière, j'ai des clients qui sont satisfaits puisqu'ils ont un argumentaire qui est concret, qui est parlant, et des conseillers qui ont plus de facilité à faire du démarchage commercial. Et on sait que c'est difficile de faire du démarchage commercial. Et l'autre point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est en ce moment on est en train de travailler sur une extension de notre gamme de produits qui va un peu révolutionner le domaine bancaire. Attendez encore 6 mois. Et l'idée, c'est que le mobile est central dans ce dispositif, dans cette nouvelle gamme de produits. On va activer le produit via le mobile, via l'application. On va souscrire au produit via l'application. On va gérer l'ensemble de ces services via l'application. Et c'est aussi le premier dispositif, le premier projet dans lequel Carrefour Banque a vraiment une logique mobile first. On a d'abord conçu les fonctionnalités, les principes sur l'application, et ensuite on a étendu sur la tablette, le site web, etc. La grosse nouveauté aussi par rapport à ça, c'est qu'on a beaucoup réfléchi à d'autres solutions. On parle de DMP, on parle de MDM, on parle d'API Manager, parce qu'on voit avec l'ensemble du dispositif mobile et tablette qu'on a derrière, et bornes et écran connecté sur lequel on travaille aussi, on a besoin de mutualiser l'ensemble de ces services-là. Et je remercie dédicace à Eric Sonnet, qui est mon homologue côté IT, parce que tous ces travaux-là, c'est un binôme métier et IT. D'accord. Alors, Julien, le retail est très exposé justement aux caprices des consommateurs. Le mobile, encore une fois, est prépondérant et central dans cette relation et permet de proposer des synergies cross-canal. Qu'est-ce que, pour Sephora, puisque c'est l'expérience à laquelle vous avez beaucoup contribué, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Alors, je prendrai 3 exemples vraiment orientés autour du service au client, à la cliente. Le premier, autour d'une cliente qui arrive en magasin, qui a acheté un rouge à lèvres telle marque, avec une teinte particulière. Et 6 mois après, elle a envie de reprendre ce rouge à lèvres. Et hélas, elle n'a pas la teinte particulière. Alors, quand on voit que nos produits sont en dizaines de teintes, forcément pas facile. Alors, sur ce use case-là, typiquement, on a équipé nos conseillers de vente d'applications de clienteling qui permet, pour les clients fidèles, évidemment, de retrouver leur historique d'achat et de très facilement rappeler à la cliente, ben voilà, c'était cette teinte-là il y a 6 mois, donc vous pouvez reprendre ce produit-là. C'est un premier exemple. Le deuxième, autour du fond de teint. Je crois que pour une femme, il faut essayer à peu près 7 fonds de teint pour trouver la bonne couleur de peau, la bonne couleur de fond de teint associée à la peau. Partant de ce constat, on a mis en place il y a à peu près 3 ans un système de recommandation de fond de teint en magasin basé vraiment sur la couleur réelle de la cliente et qui permet alors d'une part évidemment d'offrir une recommandation impartiale à la cliente, en dehors de tout objectif commercial, c'est telle couleur, voilà la gamme disponible et les produits disponibles, mais également de faciliter le dialogue en magasin entre les clientes et les conseillères de vente sur un produit qui n'est pas forcément très simple à vendre. Le fond de teint, en particulier en Europe et en France, ce sont des produits plutôt difficiles à vendre,
Le dialogue autour de la qualité de la peau, est-ce que vous avez la peau grasse, sèche, bon, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, cet outil-là permet d'initier un dialogue et une confiance assez intéressante. Le troisième exemple que je prendrais autour voilà, d'une difficulté qu'on peut voir en magasin sur la distribution d'échantillons. Les clients de chez Sephora adorent les échantillons et il y avait toujours une frustration de tiens, j'en ai pas assez, j'ai pas ce que je veux. En magasin, c'était toujours aussi assez difficile de satisfaire la cliente. Il n'y a pas forcément tous les échantillons disponibles. Donc on a mis en place un distributeur automatique d'échantillons qui permet à partir du ticket de caisse de la cliente de scanner son ticket de caisse et de choisir les échantillons qu'elle souhaitait. Donc cliente ravie, puisqu'elle peut choisir, elle sent engagée dans le processus. Magasin ravi, puisque nous n'avons plus à gérer ce moment un peu parfois difficile. Et puis les enseignes ravies, parce que ça permet évidemment de traquer les échantillons distribués et les volumes de vente associés ensuite. Alors vous avez aussi une expérience sur Paris, dans une boutique Rivoli. On a une petite vidéo justement qui vient un peu résumer tout ce qui a pu être illustré à travers les 3 expériences de marque, si on veut bien projeter la vidéo. Je trouve que le concept de retail qu'ils ont trouvé est vraiment intéressant et très innovant. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai souci de l'expérience utilisateur et que tout était très simple. C'est vraiment intuitif, rapide, facile et j'ai surtout retrouvé toutes mes références du premier coup. Le côté moderne de la chose m'intrigue énormément, donc je suis curieux de voir où ça ira dans le futur. Denis, transition effectivement autour de l'expérience retail Sephora qui est aussi installée à travers le monde. Vous revenez d'Afrique. Vous me disiez aussi qu'à la fois sur l'Afrique et sur l'Asie, vous aviez pu observer des initiatives autour de la mobilité et du digital intéressantes à partager avec nous. Oui, alors en regardant pour Sephora, je me suis dit que c'était vraiment dur d'être une femme en fait. Donc, je suis ravi de... Nous, quand on passe sur les plateaux télé, le fond de teint, c'est au Karcher. Donc, vous savez, vous avez l'impression de sortir, vous perdez 1 kilo quand on vous démaquille. Et par contre, vous retrouvez une forme de jeunesse. Ça, c'est vrai qu'avec 2 cm de plâtre sur le visage, tout à coup, on semble beaucoup plus jeune. C'est ce que j'apprécie beaucoup sur les plateaux télé. Écoutez, plusieurs choses. Alors, ce qui est très amusant, c'est on avait vécu ça un peu. Alors, moi, j'ai monté une des toutes premières boîtes de e-learning au début des années 2000. Hein. C'était il y a 15 ans. C'était encore pire que l'exercice auquel s'est livré Christian tout à l'heure. Et c'était très intéressant parce que comme ça ne marchait pas en France, ça a mis près de 8 ans à éclore en France. Du coup, je suis parti fin 2001 à l'étranger, et bizarrement dans un pays qui était le Maroc, où je me suis installé pour 1 an et demi, histoire de ne pas mettre ma boîte en liquidation. Bon. Puis finalement, j'y suis resté 5 ans. Et finalement, je me suis développé sur l'Afrique, sur le Maghreb, puis sur la Roumanie. Après, je suis rentré aux États-Unis. Après, on a ouvert les Philippines, le Vietnam, la Colombie. Et en fait, j'ai passé 9 ans à prendre un avion pour aller tous les 5 jours dans un de mes bureaux. Bon, pas une multinationale, hein, j'avais 3 ou 4 personnes par bureau, donc il faut rester modeste. Parfois, ça ressemblait plus à une cuisine qu'à un bureau, mais en tout cas, c'était très intéressant. Mais je me rappellerai toujours de cette chose où je suis un jour arrivé en Colombie. J'ai pas de trafic particulier à faire, j'ai pas non plus de vocation à devenir otage, donc c'était vraiment pour vendre du e-learning. Et j'arrive à Medellín. C'est vrai, Medellín, ma mère m'avait dit « Oh mon fils !» Mère juive, hein, donc « Oh mon fils, Medellín, tu vas t'embaucher, mais pas les gourmettes, tout ça. » Bon, je n'en ai jamais mis, ça tombait plutôt bien. Et j'arrive à la Banco di Colombia. Bon, donc j'arrive, et comme tous les seigneurs gringos qui viennent de France, on a tout à apprendre au pauvre petit local. Et en fait, oui, monsieur,
très bien, ce que vous faites, c'était en 2009. Il dit, oui, nous, on a démarré en 2003. D'accord, donc en fait, j'ai rien à vous apprendre. Donc en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que sur le digital, il y a deux types de pays. Il y a des pays comme l'Afrique, où le mobile a été juste un moyen d'accès au reste du monde de façon très rapide. Aujourd'hui, le mobile, c'est l'outil essentiel de communication, de paiement. Et d'ailleurs, même si Orange a aussi bien réussi et commencé à faire son premier travail, ses premières expérimentations sur la banque en ligne et le paiement connecté, c'est parce qu'ils l'ont démarré en Afrique aujourd'hui et que maintenant, ça leur a donné quelques appétits qu'on connaît maintenant sur la France. Donc du coup, la semaine dernière, effectivement, on a un très gros client en Côte d'Ivoire. Donc CIE Sodeci, en fait, c'est l'équivalent de l'EDF et serait l'eau et l'électricité en France, c'est 9000 personnes. Et donc, ce groupe-là, aujourd'hui, me disait, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, 50% des factures payées en Côte d'Ivoire sont payées par le mobile. Donc, du coup, les ressources de croissance et de rapidité d'adoption des usages, il ne faut pas se gargariser, ce n'est pas forcément chez nous. Et pour moi, qui ai connu, et un certain nombre d'autres qui ont connu la lenteur d'adoption par la France des mouvements, on n'est pas un pays d'early adopter, on est un pays de super rattrapeurs. On rattrape très très vite. Ça a été le cas pour le téléphone mobile, ça a été le cas pour l'Internet. On était toujours dernier de la classe et on rattrape très très vite. J'espère qu'on continuera. Je suis un peu plus inquiet là-dessus, mais en tout cas, on va continuer. Mais en réalité, ceux qui démarrent très vite, c'est notamment les pays émergents parce qu'ils démarrent tout de suite avec ces solutions sans aucune espèce d'appréhension ou de peur. Ils sont nés avec ça. Bon. La deuxième chose, dans le monde aujourd'hui, c'est la Corée. Une des premières expériences de Sephora sur l'utilisation de la 3D du maquillage, c'est la Corée. Et puis tous les produits d'expérimentation, c'est Israël. Je veux dire, si vous n'allez pas en Israël, vous n'avez rien compris à l'innovation dans le monde. C'est là-bas que ça se passe. On dit les États-Unis, mais en réalité, les 2/3, vous parlez avec les profs du MIT, etc., ils vous disent les 2/3 des innovations mondiales qui sont aux États-Unis et qui arrivent aujourd'hui en Europe sont des innovations israéliennes. Bon. Et donc, on avait fait l'année dernière pour une espèce de sommet digital qu'on avait fait avec quelques copains à Paris sur le luxe, qui est le secteur qui était le plus en retard à un moment donné sur le digital. C'est pas encore bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait fait venir un copain israélien. Je lui avais demandé de bricoler une imprimante 3D. Bon. Et avec cette imprimante 3D, il nous a fait du maquillage en poudre. Bon. Et puis on avait une copine américaine qui est sur MSNBC, on lui avait dit, puisque tu es de passage à Paris, on va faire l'expérience. Donc on avait pris 2-3 personnes dans la salle, 2-3 femmes qui étaient montées sur scène, et on avait pris un smartphone. Le smartphone, c'était l'année dernière, avait pris la couleur du tailleur des 3 personnes. Le truc a été transmis à l'imprimante 3D. Elle a pris une gamme de couleurs possibles qui était assortie aux vêtements. Et puis, en 1 minute 30, on a eu des grains. Alors, je ne suis pas très spécialiste du maquillage, mais qui sont sortis. Elle a fait du maquillage au doigt, puisqu'apparemment, on peut maquiller au doigt. Donc, j'ai appris des choses fantastiques qui me sont très utiles tous les jours. Et donc, du coup, on a maquillé quelqu'un en direct. Et du coup, quand vous y pensez, alors les imprimantes 3D, déjà, c'est juste la prochaine révolution qui va arriver. Mais vous vous dites, finalement, demain, il y a Romy, que vous avez vu certainement apparaître, qui est chez nous aussi, alors à la fois dans Parrainer Croissance, qui est l'association que j'ai créée, que je préside, et dans l'Observatoire, qui aujourd'hui vous dit, je vous ai fait des capsules genre Nespresso pour le maquillage, avec un produit adapté que vous allez faire chez vous. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est quand même extrêmement forte. Ce qui est très intéressant, notamment en Corée, qui est certainement le pays qui a le plus vite adopté l'usage du numérique à peu près dans tous ses aspects, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience du mobile, c'est qu'elle est essentiellement le fait de femmes d'une trentaine d'années et qui font quasiment 60% de leurs achats en ligne. Bon. Mais ce qui est très amusant, c'est que selon que c'est une working mom, comme on dit, qui travaille tous les jours, elle le fait depuis son PC. Elle met 2 à 3 jours à décider un achat. Celle qui le fait à domicile, qui est plutôt, effectivement, parce qu'elle a un enfant en bas âge et que la société a décidé que c'était forcément les femmes qui devaient se faire ça. Et donc, du coup, elles sont à domicile, elles achètent sur le portable, elles achètent en moins d'une journée, le délai de réflexion est moins d'une journée, et elles font l'essentiel de leurs achats de cette façon-là. Donc c'est très intéressant parce qu'on se dit, la femme de 30 ans, elle est segmentée. Non, elle est encore sous-segmentée et sous-segmentée parce que c'est pas la même selon qu'elle est au bureau et selon, effectivement, qu'elle a une période d'1 an ou d'1 an et demi de congé de maternité, etc. Donc les usages, la plus belle vitrine d'utilisation des technologies pour l'instant, elle est
quasiment coréenne. C'est-à-dire que toutes les marques, Burberry, etc., ont essayé des trucs de fou là-bas qu'ils n'auraient jamais tenté même aux États-Unis. Donc c'est une vitrine d'expérimentation qui est juste extraordinaire et très très impressionnante dans la vitesse à laquelle vont les choses sur l'usage du mobile qui est devenu pratiquement, je ne sais plus, j'avais un chiffre, mais c'est 63% des achats contre 57% aux États-Unis. C'est colossal. Ils sont 5 à 6 ans d'avance dans l'usage des technologies sur les États-Unis. D'accord. Alors, j'aimerais vous poser une question. C'est vrai qu'on a illustré avec de jolies expériences en France et à travers le monde via ce qu'a rajouté Denis. Je me pose la question, c'est vrai que la notion d'expérience est centrale, la techno est centrale, le mobile est central. Comment est-ce qu'on formalise un cahier de charges orienté expérientiel ? Qu'est-ce qu'on y met ? Qui veut prendre la parole ? Olivier, peut-être. Il y a forcément 3 approches différentes compte tenu des secteurs d'activité que vous portez. Nous, on part de l'utilisateur et de ce qu'on souhaite améliorer. Donc, on a une équipe qui va réfléchir à ce qu'on doit améliorer. Elle va formaliser ça. On discute avec les techniciens, en l'occurrence, pour voir ce qui est faisable, pas faisable, parce qu'en général, l'input des techniciens est très intéressant et en général, même apporteur de solutions et créateur de valeur. Et une fois qu'on a déterminé ce qu'on appelle un lot, on va faire en sorte que ce lot soit contraint dans 4 semaines de développement, quel que soit le nombre de personnes qui vont travailler dessus. C'est-à-dire que ce soit 2 personnes ou que ce soit 10 personnes en même temps, on fait en sorte que ça ne prenne jamais plus de 4 semaines. Parfois, il y a des lots qui prennent 2 jours, mais c'est très rare. On est plutôt sur cette logique-là de 4 semaines, de telle sorte à ce qu'on rentre dans une dynamique où, tous les mois, il y ait des nouvelles choses qui soient visibles pour l'utilisateur. Voilà. D'accord. Hervé, même fonctionnement ? On peut mettre le slide ou Alors, oui. Oui. Je pense que non, Ouais. en fait. Ah. Parce que, non, D'accord. fais Non, sens, en fait, s'il te plaît. non, pas de souci. Non, mais en fait, à chaque fois, on a des guidelines, on essaie de réfléchir sur l'utilité, l'utilisabilité, l'affordance, l'efficience, et puis on réfléchit sur l'évolutivité aussi, et pour que ce soit flexible. Et puis, on travaille beaucoup en méthode agile. On parle de Scrum, de Kanban, de Lean Management, et c'est des guidelines qui sont importants aussi pour nous, et on raisonne toujours sur ces principes-là. Pour vous, Julien ? Alors, on a beaucoup évolué dans le retail en général et dans l'informatique et le digital sur comment faire un bon cahier des charges. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode. C'est vraiment essentiellement en fonction des sujets, en fonction des équipes, du niveau de maturité. C'est difficile d'imposer, je trouve, un schéma type, un canevas type. L'essentiel, il me semble, c'est vraiment de partir de l'expérience client avec la marque. Qu'est-ce qu'on veut faire ressentir au client ? Quelle image de marque on veut transmettre via l'application, via les services ? Et ensuite, de se poser les bonnes questions qui sont ce service, une fois développé, quel avantage concurrentiel va-t-il apporter à la marque ? Quel différenciateur par rapport aux concurrents ? Quelles sont les difficultés qu'on va devoir anticiper en termes technologiques, évidemment, mais également en termes réglementaires. On parle beaucoup de données personnelles, protection des données personnelles. C'est une tendance de fond plutôt forte en Europe qui va s'intensifier. Donc, toutes ces problématiques sont très, très importantes dès le début de la réflexion sur un nouveau service. Et ensuite, toujours se poser la question de, OK, je développe un prototype, un pilote, ça marche bien. Comment je fais pour gagner en échelle, monter en échelle et développer, déployer finalement ce service-là de façon globale ? Et est-ce que la société est en mesure de mettre en face les ressources, que ce soit financières, mais également humaines, en termes de compétences, de culture, de process, pour arriver à ce but-là. Donc c'est vraiment à partir d'une expérience de marque, décliner quels sont les grands avantages concurrentiels et les freins, opportunités à identifier, quoi. Alors, est-ce que vous avez justement, je reprends le point dont vous venez de parler autour des freins, est-ce qu'il y a des freins qui sont symptomatiques quand on met en place une stratégie mobile, que ce soit Hervé par exemple, à la fois sur une présence site mobile et appli, ou Olivier, puisque vous êtes en charge plus spécifiquement de la partie applicative, quels sont les freins auxquels vous avez été confrontés ? Olivier. En fait, nous,
on a décidé de créer le pôle et de faire en sorte que toutes les expertises soient intégrées au sein du pôle. Donc on est une sorte de start-up au sein du groupe qui nous permet d'avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse dans l'exécution. Et les freins qu'on a pu avoir, c'était effectivement plutôt des freins culturels, mine de rien, même quand on est un pure player, sur la compréhension des enjeux et techniques et éditoriaux autour du mobile. Je fais préciser, quand vous parlez d'expertise, l'ensemble des expertises au sein du pôle, c'est à la fois sur la partie IT, marketing, commercial. C'est bien ça ? Exactement, oui. On a fait en sorte que on a dupliqué le Webedia de l'époque en une petite Webedia dédiée au mobile, donc avec des équipes techniques, des équipes marketing, de conception et de promotion, des équipes de gestion de projet, et des équipes commerciales, ce qui est extrêmement important. Ouais. Hervé, en termes de freins, c'est toujours la même chose. C'est entre les équipes commerciales physiques, les équipes sièges, les équipes digitales, et c'est aussi des freins organisationnels, la capacité de se réorganiser au sein des équipes métiers et IT pour être plus efficace, pour produire plus vite, pour être time to market et gagner en capacité d'innovation. Donc on a un gros travail, un gros chantier là-dessus avec les équipes IT aussi. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. Denis, justement, pour rester toujours dans cette logique d'innovation, l'Observatoire de l'ubérisation, vous avez aussi un rôle à jouer, vous accompagnez les entreprises dans ce sens-là. Quelles sont vos recommandations que vous feriez justement à la fois aux entreprises, mais aussi aux différents profils qui sont dans la salle, les IT et métiers, pour atteindre ces objectifs de réussite ? Alors, j'ai aucun conseil spécifique à leur donner. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est la chose suivante. J'ai démarré tout à l'heure en disant qu'on réfléchissait plus. Il y a quelques années, il y avait un garçon que vous avez peut-être connu qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui est mort il y a 3 ans, qui était le fils du fondateur de l'Express, etc. Donc, il découvre une tumeur. Enfin, je pense que vous avez lu ses bouquins, etc., puisque c'était l'auteur français le plus vendu dans le monde. Et David m'a mis à la méditation. Bon. Et donc, le meilleur service dans ma vie c'est de m'apprendre à perdre du temps pour en gagner. Et donc, en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'à un moment donné, au lieu d'être toujours dans la réaction et de ne plus réfléchir, le meilleur moyen de réussir, c'est 2 choses. 1, perdre du temps, et deuxièmement, se poser la question que les enfants de 6 à 8 ans posent, puisque dans leur développement neuronal et psychologique, c'est là où ils posent des questions qui nous assomment. Pourquoi papa ? Pourquoi maman ? Bon. Et c'est juste le truc qu'on oublie de faire après 8 ans. Et à nouveau, de se poser la question pourquoi. Donc l'observatoire, en fait, il va se poser la question de pourquoi. Est-ce qu'on a besoin du digital et du numérique ? Est-ce que le matin, en vous levant, vous qui êtes dans le digital, vous dites mais à quoi ça sert ? Et je pense qu'en fait, personne ne se pose cette question. Ben oui, mais les autres le font. Oui, mais ça accélère. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais pourquoi ? Bon. Donc le rôle de l'observatoire, ça va être de se dire... C'est un changement de plus, comme le rappelait Christian tout à l'heure. Des changements, c'est en permanent. Moi, je change en ce moment, vous changez. On sera plus vieux dans 1 an, dans 10 ans, etc. Le changement, il est inhérent à l'humanité. Mais à quoi ça sert ? Est-ce que le changement est un progrès ? Ça, c'est la première question à se poser. Si véritablement le numérique, le digital, c'est un progrès, une amélioration pour l'humanité, c'est une bonne chose. La deuxième chose qu'on va se poser, c'est est-ce que le digital et la numérisation et la robotisation consistent à courir, nous, humains, à travers une quête qui consiste à nous faire disparaître. Si c'est ça le sens, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter tout de suite le digital, couper tous les tuyaux, couper tous les serveurs et arrêter. Si le but du progrès de l'humanité, c'est de supprimer l'homme, il faut qu'on m'explique pourquoi on court tous les jours et qu'on lit des emails et qu'on répond à 200 mails par jour. La troisième chose, c'est à quoi on sert et pourquoi on le fait. Et donc c'est extrêmement important de se poser la question de savoir si on fait un progrès et si notamment les technologies vont permettre aussi de réparer une planète qu'on a gâtée inexorablement depuis 50, 60, 100 ans. Si ce progrès-là le permet, c'est une bonne chose. Donc toutes ces notions d'humain augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a lancé une compétition entre des robots qu'on construit nous-mêmes et on dit on est obligé de s'augmenter nous parce qu'ils sont meilleurs que nous. C'est nous qui les construisons, on est juste débiles, il y a un problème. Donc, à un moment donné, l'idée c'est, si c'est pour reconstruire une humanité, un homme augmenté, c'est une humanité diminuée. Donc il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on fait ça ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment un progrès ? Dans quelle société on a envie de vivre ? Ça, c'est la deuxième question qu'on va se poser pour les assises de la fin du mois de septembre.
C'est quoi cette société? Si c'est une société d'indépendants, on remplace l'emploi par l'activité. Quelle est la part de l'individualisme et la part de la solidarité? C'est vraiment un vrai projet de société. Et à partir de là, on va faire tout le contraire des politiques qui vous disent j'ai 100 mesures pour sauver la France et ils ne savent même pas ce que signifient ces mesures. Là, on va dire on a un projet de société, ce qu'ils ne savent plus faire. Et à partir de là, on propose des mesures. Parce que vous accrochez des mesures à un projet, une vision. Et là, c'est intéressant. Donc, et la dernière chose, on va essayer d'éduquer un peu la classe politique. Alors, pour moi qui la fréquente, Christian aussi, un certain nombre depuis 5 ans, pour mon... On ne va pas faire de commentaires. On va dire que grosso modo, j'estime qu'à peu près 3% des politiques ont compris ce que c'était que le numérique, où ça allait, comment ça fonctionnait. 97% sont dans une gradation entre j'ai rien compris à rien compris. Bon. Alors, quand j'entends en plus que la seule qui a prononcé le mot d'ubérisation ces derniers jours sur un plateau télé en vomissant des conneries toute la journée, c'est Martine Aubry. Alors, quand Martine Aubry prononce ubérisation, je me dis là, soit il y a eu un bug, elle a eu un AVC léger et puis c'est passé, et que personne n'a prononcé dans cette réforme de la loi sur le numérique, de cette réforme sur le droit du travail, le mot de numérique, c'est juste inquiétant à un point hallucinant. Alors, j'ai envoyé tout de suite un SMS au directeur de cabinet, qui est un bon copain d'El Khomri, en disant mais vous avez quand même réalisé qu'il n'y a que Martine Aubry qui a prononcé le mot d'ubérisation pendant ce truc-là. Donc, on est gouverné par des gens qui n'ont pas compris ça. Donc, un des rôles de l'Observatoire, on a pris d'ailleurs à peu près 2 des rares députés qui ont compris. Donc, Laurent Ganguillaume, qui est un jeune type très bien du PS, assez libéral et qui est médiateur maintenant pour les taxis. Puis ubérisation, c'est juste pour la presse, je vous rassure, donc on ne s'occupe pas que des taxis. Et puis de l'autre côté, c'est plus la numérisation. Et puis de l'autre côté, Frédéric Lefebvre, qui était juste assommant, il le sait, quand il était ministre, et qui est devenu un type super bien depuis qu'il est député des Français à l'étranger aux États-Unis et qui passe 15 jours par mois à Silicon Valley. Et donc, du coup, aujourd'hui, ces gens-là ont compris. Bon, voilà, donc l'Observatoire, c'est des assises fin septembre, un projet de société, des mesures, une réflexion, 35 membres de comité avec des paléoanthropologues, des sociologues, des économistes. Vous voyez, on accepte même les économistes, j'ai même un cégétiste. Voilà, donc vous voyez quel degré d'ouverture. Des ubérisateurs et des ubérisés, et tout le monde travaille ensemble à dire quelle société on veut ensemble, et est-ce, le mot essentiel, je conclurai par ça, est-ce qu'elle sera inclusive? Est-ce que le numérique va permettre de réinclure dans la société des gens qui en sont ostracisés? Les seniors, essayez d'avoir plus de 55 ans en France et vous me redonnerez des nouvelles. Et puis des moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2 générations? Si on continue à les sacrifier et que le numérique n'a pas de réponse là-dessus, le numérique à nouveau, il faut couper tous les serveurs, ça ne servira à rien, ça sera juste une fracture contre une autre et on n'aura rien amélioré à la situation. Eh bien, ce fut le mot de la fin. Merci beaucoup à vous 4 pour ces précieux échanges.